Donc bonjour, je suis très contente de faire aujourd'hui cette webconférence pour la filière sur la vaccination et les maladies auto-inflammatoires. Donc je suis pédiatre, je travaille au centre de référence des maladies auto-inflammatoires à Versailles. Et même si je suis pédiatre, je vais essayer de faire quelques ouvertures sur le monde adulte, mais globalement vous allez comprendre qu'il n'y a pas énormément de différence dans la vaccination des enfants et des adultes sous biothérapie. Alors, plusieurs questions se posent lorsqu'on parle des vaccinations des patients avec une maladie auto-inflammatoire. La première, c'est quel calendrier vaccinal on doit appliquer. Ça va bien sûr dépendre du traitement immunosuppresseur ou modulateur que le patient reçoit, mais peut-être aussi simplement de la maladie sous-jacente. Ensuite, la deuxième question qui se pose va être l'efficacité vaccinale selon le traitement et bien sûr, enfin, la sécurité vaccinale chez ces patients avec des maladies dysimmunitaires. Donc on va essayer de balayer ces différentes questions au cours de ce webinaire. Avant de commencer vraiment sur le vif du sujet, je pense qu'il faut que tout le monde connaisse le calendrier vaccinal de base de la population générale parce qu'on va partir de ce calendrier vaccinal pour donner les recommandations spécifiques chez le patient avec maladie auto-inflammatoire. Par rapport au calendrier vaccinal que je vous ai mis ici, donc c'est celui de 2022, il y a 48 heures a été rajoutée une vaccination pour les nourrissons qui est la vaccination contre le rotavirus, donc qui est remboursée depuis 48 heures seulement, c'est-à-dire depuis le début de la semaine au mois de novembre là, 2022. Lorsqu'on parle des maladies auto-inflammatoires et auto-immunes, on se rend compte que finalement on n'a quasiment pas de données disponibles sur la vaccination dans les populations qui nous intéressent. Les seules recommandations qui existent en France sont les vaccinations des personnes immunodéprimées ou aspléniques, dans lesquelles effectivement il y a un tout petit chapitre qui est dédié aux maladies auto-immunes ou inflammatoires chroniques. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de recommandation spécifique pour les patients avec une maladie auto-inflammatoire. Donc c'est vraiment un tout petit chapitre. Et donc aujourd'hui, on va faire des recommandations qui s'appuient sur des données d'immunogénicité et de tolérance qui ont été extrapolées de données adultes avec des pathologies auto-immunes sous traitement. Donc voilà, c'est un peu imparfait, mais on ne peut pas mieux proposer que cela. Il y a des recommandations plus récentes qui sont sorties au niveau européen. C'est les recommandations EULAR qui datent de l'année dernière mais qui viennent d'être publiées. Donc celles-là sont des recommandations pour les enfants avec des maladies auto-inflammatoires entre autres. Et donc en fait on va beaucoup se baser sur ces recommandations même si elles vont contre les recommandations françaises. Alors, quels vont être les grands principes des vaccinations des immunodéprimés? La première, c'est que le risque de survenue de maladies vaccinales après vaccination par vaccin vivant, de principe, contre-indique l'utilisation de ces vaccins. Donc, tous les vaccins vivants, de principe, sont contre-indiqués chez l'immunodéprimé, mais on va le moduler par la suite. Et ensuite, le deuxième problème, c'est que la diminution de l'immunogénicité des vaccins peut justifier des schémas vaccinaux particuliers. Et enfin, on va avoir un risque accru pour certaines infections qui justifient la recommandation de vaccination spécifique. Les grands principes de la vaccination dans les maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes, en fait, on les retrouve dans les recommandations EULAR que je viens de vous présenter. Donc, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? En fait, le statut vaccinal doit être contrôlé par le médecin spécialiste. On va y revenir là-dessus aussi, pourquoi il faut le faire. Mais globalement, si ce n'est pas fait par le médecin spécialiste, personne ne le fait. Les vaccinations devraient être administrées lorsque le patient est en rémission ou au moins lorsque la maladie n'est pas très active pour que la réponse vaccinale soit meilleure. Ensuite, si possible, il faudrait administrer les vaccins vivants 2 à 4 semaines avant la mise en route de traitements immunosuppresseurs. Mais un traitement nécessaire pour le patient ne doit jamais être retardé en raison de la vaccination. Ensuite, il va falloir bien sûr suivre les calendriers vaccinaux nationaux des différents pays.
Et puis, ça va être nouveau, certains vaccins non vivants pourront être administrés à des patients qui reçoivent des traitements immunomodulateurs. On va regarder lesquels permettent une vaccination de vivants et dans quelles conditions. Et puis, pour les patients qui ont vraiment une immunodépression profonde, on va contre-indiquer les vaccins vivants comme ça a été jusque-là dans les recommandations. Donc, de nouveau, les vaccins inactivés ou sous-unitaires peuvent être administrés sans aucun risque. L'immunogénicité est certes possiblement diminuée et donc en fait on va faire des schémas de vaccination renforcés, mais la mise à jour des vaccinations du coup doit si possible précéder la mise en route du traitement pour que la réponse vaccinale soit la meilleure. Et donc ainsi tous les vaccins du calendrier vaccinal doivent être faits, ainsi que la vaccination antigrippale tous les ans et la vaccination antipneumococcique. Pour les vaccins vivants, donc plus compliqué parce que dans les recommandations françaises, il y a une contre-indication absolue de mettre des vaccins vivants, mais certains vaccins dont le VZV et le ROR pourraient être envisagés dans certaines situations au cas par cas, même en l'absence d'AMM. Donc on va venir sur ces vaccinations. En premier, le ROR, rougeole, oreillon, rubéole. La première chose qui a été testée sont la deuxième dose. Donc quelques données qui concernent la deuxième dose du ROR. On a une bonne tolérance après la deuxième dose de ROR attendue parce que finalement, après la première dose, 90 à 95% des gens ont fait une séroconversion et donc le risque que le patient ne soit pas déjà immunisé et qu'il développe une forme grave après la vaccination est très faible. Mais aujourd'hui, on dispose de suffisamment de données pour dire que la deuxième dose semble possible, même si c'est un vaccin vivant, sous immunomodulateur. Ce qui donne dans les recommandations EULAR qu'on peut faire une deuxième dose sans aucun problème chez un patient sous méthotrexate et qu'on peut envisager ce traitement, donc cette deuxième dose, chez un patient qui reçoit des doses faibles de corticoïdes, de TNF inhibiteurs, d'anti-L1 et d'anti-L6. Donc ça va contre les recommandations françaises. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je pense que cette attitude doit quand même être validée par le médecin spécialiste pour savoir si on est d'accord avec les niveaux d'immunosuppression. Et puis, il va falloir aussi signaler aux parents qu'on va contre les recommandations françaises, mais qu'on s'aligne sur les recommandations européennes. Concernant en revanche la primo-vaccination, c'est-à-dire la première dose de ROR, nous n'avons quasiment pas de données. Il n'y a pas d'études publiées sur la première dose de ROR sous biothérapie, même pour les patients sous anti-TNF. Actuellement, il y a une étude pédiatrique européenne en cours, c'est-à-dire que si vous avez des patients qui sont éligibles, en fait, il faut essayer de les inclure dans cette étude. Cette étude est faite par la Société française de rhumatologie pédiatrique, la presse, donc vous pouvez me contacter pour que je vous donne les informations, mais pour l'instant, première dose reste contre-indiquée. Ensuite, on va avoir la vaccination varicelle, VZV. Lorsqu'on a un traitement immunomodulateur, même par anti-TNF ou méthotrexate, la protection du patient naïf est nécessaire. Ce qui veut dire que la recommandation française dit qu'il faut essayer de vacciner le patient avant la mise sous traitement, au moins 15 jours selon le Haut Conseil de santé publique. Si on fait une varicelle sous immunomodulateur, on a toujours la possibilité de la traiter par acyclovir. Mais là, de nouveau, viennent des nouvelles données qui permettent de dire que probablement la vaccination sous biothérapie notamment est possible, voire recommandée. Donc on a quelques études chez l'adulte et chez l'enfant, c'est rare pour une fois qu'on a des études chez l'enfant, qui montrent qu'il y a une bonne tolérance du vaccin contre la varicelle, même si on reçoit un traitement immunomodulateur, ce qui fait que les Européens recommandent que la vaccination varicelle devrait être recommandée de manière forte
pour des patients qui sont sous méthotrexate. Donc en fait c'est vraiment une recommandation forte et pas donc on peut vraiment y aller sous méthotrexate et qu'on doit l'envisager pour des patients qui n'ont jamais fait la varicelle bien sûr et qui reçoivent les autres traitements immunomodulateurs. Donc si on parle du VZV, on va aussi devoir parler du Zona. Donc c'est sûr que ça concerne plus les personnes âgées. Il faut savoir que l'incidence des Zona est très élevée, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. Ce qui veut dire qu'il y a une vraie recommandation de vacciner les personnes âgées contre le Zona. Et malheureusement, aujourd'hui, les infections à VZV sont aussi plus fréquentes sous immunosuppresseurs chez les personnes âgées. Malheureusement, en France, le vaccin que nous avons actuellement disponible est un vaccin vivant. Et c'est un vaccin vivant très fortement dosé. Ce qui fait qu'il va être compliqué de recommander la vaccination contre le Zona avec ce vaccin-là en France. Néanmoins, un nouveau vaccin anti-VZV inactivé est disponible ailleurs dans le monde et va finir par arriver aussi en France. Donc dès qu'il est disponible en France, il va falloir penser à vacciner les personnes âgées de plus de 60 ans sous biothérapie absolument avec ce vaccin pour éviter les Zona plus tard. Mais pour l'instant, on reste sur une contre-indication de principe parce que le Zostavax est un vaccin vivant. Enfin, dans les vaccins vivants toujours, il y a la fièvre jaune. La fièvre jaune est considérée comme le vaccin à plus à risque en cas d'immunosuppression. Donc vraiment, c'est un vaccin qu'il ne faut pas faire. Il y a une contre-indication absolue de primo-vaccination. Donc il faut faire des certificats de contre-indication aux patients qui souhaitent voyager dans les pays où la fièvre jaune est obligatoire. Sachez néanmoins que des rappels vaccinaux accidentels sous anti-TNF ont déjà été effectués. Quelques cas ont été publiés, il y a une bonne tolérance, mais c'est de nouveau un rappel vaccinal, donc probablement chez des personnes immunes au départ, donc le vaccin n'a pas posé de problème parce qu'ils avaient une immunité préexistante au vaccin. Et dans la littérature, j'ai retrouvé qu'un seul case report de patients vaccinés par la fièvre jaune, primo-vaccinés par la fièvre jaune sous adalimumab qui s'était bien passé. Mais bon voilà, c'était qu'une seule personne de 63 ans. Elle a aussi en plus fait une séroprotection, mais on reste vraiment aujourd'hui sur la contre-indication complète de la primo-vaccination de fièvre jaune. Enfin, un nouveau chapitre qui nécessite certainement des études parce qu'elles sont encore très faibles, c'est les vaccins vivants sous JAK inhibiteur. On ne sait pas aujourd'hui comment le système immunitaire des patients sous JAK inhibiteur réagit aux vaccins vivants, ce qui fait que les recommandations françaises du Haut Conseil de santé publique sont qu'il faut arrêter les immunosuppresseurs 3 mois avant la vaccination avec un vaccin vivant. Et donc les JAK inhibiteurs tombent aussi dans cette catégorie-là. Alors, en raison quand même de la courte demi-vie des JAK inhibiteurs, 3,25 heures pour le tofacitinib et 12,5 heures pour le baricitinib par exemple, probablement un délai de 1 semaine peut paraître suffisant avant la réalisation d'un vaccin contre le VZV. Pour les autres vaccins, donc primo-vaccination ROR, polio oral, fièvre jaune, BCG, en fait, on reste sur une contre-indication et on va devoir attendre les études pour savoir si on peut vacciner. Donc là, aujourd'hui, on va dire on arrête le traitement et on reprend le traitement au plus tôt 2 semaines après la vaccination et si on a la possibilité, 1 mois plus tard seulement. Donc, JAK inhibiteur à considérer comme une immunosuppression profonde et pas comme un traitement immunomodulateur. Un petit focus sur les vaccinations au cours de la grossesse. Nous avons des patients qui sont jeunes et des patientes notamment qui souhaitent avoir des enfants. Et aujourd'hui, avec des traitements immunomodulateurs, les grossesses sont possibles. Donc, la vaccination au cours de la grossesse va se poser. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le transfert des anticorps maternels se font de manière active vers le fœtus.
Donc ce transfert actif va dépendre de l'âge gestationnel. Au début de grossesse, il est plutôt faible. En fin de grossesse, il est très très élevé, ce qui fait quand même que le nourrisson, à la naissance, a plus d'anticorps que les anticorps maternels. Donc ça a deux conséquences. La première, c'est que les anticorps des vaccinations qui ont été faites au cours de la grossesse vont être transmis au nouveau-né. Et donc, du coup, le nouveau-né va être protégé contre les maladies contre lesquelles la maman a été vaccinée. Donc, la vaccination des femmes enceintes est possible et recommandée aujourd'hui par les pédiatres. Parce que justement ça évite les complications très précoces du nouveau-né, les infections très précoces du nouveau-né. En gros, si vous vaccinez une femme enceinte contre la grippe, le bébé va être protégé au moins pour 3 mois contre la grippe. La même chose pour le Covid, pour la coqueluche. Donc en fait, on insiste sur le fait que les mamans doivent être à jour dans les vaccins inertes à la fin de leur grossesse. Mais le deuxième désavantage de ça, là on va avoir un avantage, le désavantage c'est que lorsque la maman est traitée par biothérapie, en fait les biothérapies traversent aussi le placenta. Ce qui veut dire que le bébé a un traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur, même si lui, il n'est pas malade. Ce qui veut dire que des adaptations du schéma vaccinal du nouveau-né sont à prévoir pour les vaccins vivants parce que la maman avait été traitée par biothérapie au cours de la grossesse. Donc pour savoir comment vacciner, en fait il faut connaître le transfert transplacentaire des anticorps monoclonaux, donc des biothérapies que nous donnons. Ce qui a été le mieux étudié, ce sont les anti-TNF. En gros, il faut retenir que l'infliximab et l'adalimumab globalement, les IgG qu'on utilise quand même aujourd'hui beaucoup, en fait la concentration néonatale de ces médicaments va être supérieure à la concentration maternelle. En revanche, les fusions de protéines ou les fragments FAB sont nettement moins bien transférés au bébé et donc en fait la concentration néonatale va être inférieure du médicament va être inférieur chez le bébé à celui de la maman. Si vous voyez ce schéma, en fait, vous allez comprendre que les vaccins vivants vont être contre-indiqués complètement chez un nouveau-né qui est issu d'une grossesse où la maman a reçu de l'infliximab et de l'adalimumab, mais qu'on peut commencer à discuter pour les autres anti-TNF, notamment l'étanercept, où on va avoir une recommandation de dire « Ok, si l'étanercept a été poursuivi jusqu'à l'accouchement, on peut différer au-delà des 15 premiers jours les vaccins vivants, mais on peut le faire, donc on n'attend que 15 jours puisque la concentration était faible. Et pour le certolizumab, par exemple, en fait, on va attendre 2 mois et demi avant d'administrer des vaccins vivants aux nouveau-nés. Pour les autres biothérapies, là, je vous renvoie sur le site du CRAT, qui est le centre de référence sur les agents tératogènes, qui donne des bonnes informations à chaque fois. On peut aussi demander des consultations au CRAT si on a des cas un peu compliqués pour le nouveau-né. Donc pour les autres immunoglobulines, vraiment, donc on va contre-indiquer les vaccins chez le nourrisson jusqu'à l'âge de 6 mois après la dernière injection maternelle. Donc en gros, après, si la maman a eu une injection juste avant la grossesse, avant l'accouchement, ça va être 6 mois. Si c'est 1 mois avant l'accouchement, ça va être que 5 mois. C'est adapté aux demi-vies d'élimination des biothérapies. Et vraiment, s'il vous plaît, pensez à avertir vos patientes sous biothérapie enceinte parce que sinon c'est les pédiatres qui vont avoir des difficultés lors de la vaccination des nouveau-nés. Donc au départ, vraiment la maman est importante pour même le schéma vaccinal du nouveau-né, même s'il est en bonne santé. Alors, quelles vont être ensuite les vaccinations de plus par rapport au calendrier vaccinal de la population générale lorsque on a un patient avec une maladie auto-inflammatoire traitée? Ça va concerner globalement 3 vaccins, le papillomavirus, la grippe et le pneumocoque. Le papillomavirus, la vaccination contre le papillomavirus est recommandée aujourd'hui chez les garçons
comme chez les filles. Donc c'est le vaccin contre schématiquement le cancer du col, mais pas seulement que le cancer du col, mais aussi les cancers ORL chez le garçon, notamment le cancer sexuel effectivement aussi chez le garçon. Ce qui fait que depuis maintenant 1 an, cette vaccination est recommandée pour tous. Et déjà depuis d'ailleurs de plusieurs années, la recommandation concernait que les garçons immunodéprimés. Dans la vraie vie, les garçons recevant un traitement immunosuppresseur étaient rarement vaccinés contre le papillomavirus. Donc aujourd'hui, ça va être plus facile parce qu'on va pouvoir vacciner tout le monde. Le vaccin est remboursé et donc on peut faire un rattrapage jusqu'à l'âge de 19 ans révolu et jusqu'à l'âge de 26 ans révolu pour les patients immunodéprimés, avec un remboursement possible dans ce cas-là jusqu'à l'âge de 26 ans. Donc c'est chez les enfants des deux sexes. On peut commencer, lorsqu'on a un traitement immunomodulateur ou immunosuppresseur, la vaccination, elle peut être débutée dès l'âge de 9 ans, donc très tôt. En revanche, le schéma vaccinal va dépendre en fonction de si on a un déficit immunitaire ou un traitement immunomodulateur ou si on est de la population générale. En gros, on va aujourd'hui proposer le vaccin non avalent, donc 9 valences, de préférence avant 14 ans parce qu'il n'y a besoin que de 2 doses dans la population générale, entre une dose 1 et puis la deuxième dose 6 mois après. Au-delà de 14 ans, on a besoin de 3 doses parce que l'immunogénicité du vaccin est un peu moins bonne. Et dans la population immunodéprimée, quel que soit l'âge à laquelle on débute la vaccination, on va demander 3 doses vaccinales, donc une première dose, puis 2 mois après, puis 6 mois après la première dose. Donc pensez à vérifier la vaccination contre le papillomavirus chez vos patients, surtout adolescents. La vaccination contre la grippe va se rajouter aussi par rapport au calendrier vaccinal de la population générale. On va administrer le vaccin par voie intramusculaire chez tous. Le schéma s'est simplifié, donc on fait la même dose à tout le monde, quel que soit l'âge, donc 0,5 ml, mais c'est juste le nombre de doses qui va dépendre. Pour les enfants de 6 mois à 8 ans, on considère qu'ils ont des risques de ne jamais avoir rencontré la grippe, donc en fait on a besoin de faire une primo-vaccination complète, c'est-à-dire 2 doses vaccinales à 1 mois d'intervalle. Lorsqu'on est plus âgé que 8 ans, on considère qu'on a déjà rencontré au moins une fois dans sa vie la grippe de manière naturelle. Donc on a besoin juste, entre guillemets, de faire un rappel. Donc 1 dose par hiver suffit. Donc une fois la primo-vaccination effectuée avec 2 doses chez un enfant, ensuite on va, quel que soit l'âge, même si il n'a que 4 ans par exemple, on va faire une dose annuelle par la suite qui est un rappel. Le pneumocoque, ça aussi on sait qu'il faut vacciner. Donc juste un petit rappel, pourquoi on vaccine contre le pneumocoque? En fait, dans les maladies auto-inflammatoires, dans les maladies auto-immunes, tout seul, même pas traité, on va augmenter le risque d'infection invasive à pneumocoque. Dans la polyarthrite rhumatoïde, ce risque est multiplié par 2,5, dans le lupus, multiplié par 5. Donc vraiment des patients à protéger. Mais là, ça va se compliquer parce qu'on a 2 vaccins différents. On a le vaccin qui est le vaccin conjugué et on a le vaccin polysaccharidique. Le vaccin conjugué, il a quoi comme, donc en gros le Prevnar, il va avoir quoi comme effet? Il diminue le partage pharyngé, il induit une mémoire immunitaire et il induit une protection à long terme. Sauf qu'il ne protège que contre un certain nombre de sérotypes et il protège contre les sérotypes des petits-enfants. Il ne protège pas contre les sérotypes que les personnes âgées notamment portent. De l'autre côté, on va avoir le vaccin polysaccharidique, donc en gros le pneumo 23, qui lui n'a pas d'effet sur le portage pharyngé et la protection est très transitoire, maximum de 3 à 5 ans. Et il a un très gros désavantage, c'est que plus on vaccine, moins on va répondre à la vaccination. Donc a priori, une vaccination va bien marcher, mais si on répète les vaccinations, elles vont être moins bonnes. Ce qui fait que là, on va avoir un schéma d'administration
avec une vaccination dite hétérologue, c'est-à-dire qu'on commence avec le vaccin conjugué et on va faire un rappel où on va donner un deuxième boost avec un vaccin non conjugué 23 valent, donc le pneumo 23. Alors, comment on va faire le vaccin conjugué? Ça dépend de ce que les enfants ont reçu déjà dans leur calendrier vaccinal, parce qu'il est dans le calendrier vaccinal de la population générale. Si ils ont été entièrement vaccinés, en fait, on va d'emblée sur le vaccin conjugué, pneumo 23. En revanche, s'il manque des doses, en fait, on va faire une dose. Je vous ai mis les schémas ici, qui est un peu compliqué. Mais n'empêche qu'il faut que chaque patient ait au moins une dose de vaccin conjugué avant de passer au vaccin non conjugué pour avoir une meilleure réponse immunitaire. Alors sachez que le Prevnar contre les 7 valences a été commercialisé en 2001 pour la première fois et que nous avons les 13 valences depuis 2009. C'est-à-dire que tous les enfants, tous les gens qu'on prend en charge qui sont nés après 2009, a priori, ils ont eu un schéma complet avec le vaccin conjugué, mais donc en fait pour cela, uniquement une dose de pneumo 23 va être suffisant. Tous les autres ont besoin d'abord un Prevnar puis un pneumo 23. Alors enfin, une question qui revient très souvent en consultation, c'est la sécurité vaccinale. Dans le subconscient collectif, le système immunitaire est considéré comme un édifice extrêmement précaire et la vaccination pour les patients, d'ailleurs aussi pour certains médecins, serait alors le galet qui venait déséquilibrer tout le système immunitaire, surtout si on a déjà une maladie dysimmunitaire préexistante. Donc là aussi, on va revenir sur les études. Qu'est-ce que disent les études chez les patients avec des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires? En fait, dans les larges cohortes, il n'y a pas d'effet des vaccinations sur l'évolution des maladies dysimmunitaires, quelles qu'ils soient. Lorsque les études sont correctement faites, chez des patients qui ont des maladies préexistantes, si on vaccine, il n'y a pas plus de poussée dans le groupe de poussée de la maladie, en fait, dans le groupe des patients qui ont la maladie auto-immune ou auto-inflammatoire que dans le groupe des patients qui n'ont pas de maladie auto-immune ou auto-inflammatoire. De même, il n'y a pas de modification du profil de sécurité des vaccins inactivés par les biothérapies. Ça aussi, je n'ai pas mis toutes les études parce qu'en fait, ça ferait qu'une diapositive entière sur ça. Mais on est aujourd'hui très rassuré sur le profil de sécurité des vaccins, mais aussi sur l'évolution des maladies. Alors, plus précisément, quand même, il y a eu quelques alertes, notamment sur les maladies auto-inflammatoires. En effet, il y a quelques très rares études, case reports plutôt, qui montrent que certains vaccins ne sont peut-être pas si bien supportés lorsqu'on a une maladie auto-inflammatoire préexistante. En effet, il y a une petite série là, que je vous ai mis ici, de 4 adultes avec une maladie de B7 qui ont fait des réactions locales sévères au pneumo 23, donc au vaccin polysaccharidique. Mais c'est le seul vaccin qui a été décrit et par la suite, en fait, les différentes cohortes de surveillance n'ont pas permis de remettre ça en évidence. N'empêche qu'il y a eu une petite alerte et c'est quand même quelque chose qu'il faut continuer à surveiller. Donc si vous avez des cas, s'il vous plaît, déclarez-les à la pharmacovigilance. Ensuite, il y avait une étude sur les CAPS, de nouveau, sur ce même vaccin pneumococcique, qui pourrait éventuellement déclencher des poussées beaucoup plus importantes lorsqu'on a un CAPS que si on n'a pas de CAPS. Et donc les auteurs de cette étude, alors qu'il n'y avait que 15 patients, disaient, vous mettez vraiment en question la balance bénéfice-risque de la vaccination pneumococcique par le vaccin polysaccharidique chez ces patients. Donc c'est de nouveau le vaccin polysaccharidique qui pourrait peut-être déclencher une réponse immunitaire un peu exagérée chez les patients avec une maladie auto-inflammatoire, en fait une inflammasomopathie préexistante.
De nouveau, ça reste à prouver dans des plus grandes cohortes. Donc aujourd'hui, des cohortes existent. On essaye d'y enregistrer tous les signes de santé, aussi les vaccinations, notamment par exemple la GIR cohorte. Pour l'instant, pas de signal de ce côté-là dans les plus grandes cohortes. Un autre article qui avait posé la question de la sécurité des vaccins vivants en fait chez des patients pédiatriques qui recevaient des anti-L1 ou des anti-L6. Là aussi, il y avait une petite alerte avec 3 patients qui avaient fait, sur 17, qui avaient fait un effet indésirable grave, dit grave, donc avec hospitalisation. Un qui était multi-immunodéprimé et qui avait fait une varicelle 16 jours après la deuxième dose vaccinale du VZV, mais c'est une vraie question si ce n'était pas juste un échec vaccinal et pas un problème du vaccin, parce que 16 jours après la deuxième dose vaccinale, très probablement le vaccin n'avait pas marché en raison de l'immunodépression de ce patient. Un autre patient qui avait une angine systémique sous canakinumab qui a fait une pneumopathie 8 jours après le deuxième ROR. Il n'y a jamais eu de pneumopathie décrite après l'aurore, même chez les patients immunodéprimés. Donc, c'est vraiment une vraie question. Est-ce que ce patient n'a pas juste fait une pneumopathie et qu'il n'y avait aucun lien avec le vaccin? Et puis, un patient qui a reçu un vaccin polio-oral et qui a fait la diarrhée 8 jours après le vaccin. Là, probablement, on peut faire un lien entre le vaccin vivant et le tocilizumab, en effet, parce que la polio-orale peut donner la diarrhée. Et puis, 7 sur des 17 patients avaient fait des poussées modérées de la maladie, mais qui étaient liées à l'arrêt de la biothérapie avant vaccination pour 4 sur les 7, et 3 sur les 4 pour lesquels ils avaient fait un arrêt avaient en plus un MKD, et on sait que dans le MKD, les poussées sont déclenchées par la vaccination, donc ce n'était pas tellement étonnant. Et donc, ça ne doit pas mettre vraiment pas mettre en doute l'intérêt de la vaccination, même dans les maladies auto-inflammatoires. Pourquoi je cite ces études? Mais c'est parce qu'elles sont beaucoup citées dans le milieu des parents et des associations de patients. Donc, les parents, c'est là-dessus qu'ils se basent pour dire qu'il ne faut pas vacciner leurs enfants. C'est des études qui sont honnêtement, du coup, très sujets à discussion, et je pense qu'elles ne sont pas du tout suffisantes pour mettre en doute la vaccination chez les patients sous traitement immunomodulateur. Et donc, vraiment, je vais finir avec ça. Oui, les vaccins, ça marche, on l'oublie. Parce que quelque chose qui marche, un événement qui n'arrive pas, une infection qui n'arrive pas, on ne se rend pas compte que si on n'avait pas eu la prévention, elle serait arrivée. C'est beaucoup plus facile de savoir quelque chose qui arrive que quelque chose qui n'arrive pas. Donc juste quelques études pour vous montrer que vraiment ça marche. Un programme une étude française avec un programme de vaccination qui avait été mis en place en 2011. En 2011, on a fait les recommandations de vacciner les patients sous biothérapie. Donc on a pris 280 patients qui étaient avant ce programme de mise de mise en route de la vaccination. On se retrouve avec une couverture vaccinale à 27% dans la première période. Une fois qu'on met en programme le programme de vaccination, on a 300 patients qui ont une couverture vaccinale à 97% sur les recommandations données. Qu'est-ce qui se passe? On a une diminution d'hospitalisation pour maladies infectieuses vraiment très importante, et on a une vraie diminution d'infections invasives à pneumocoque. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut montrer à vos patients. Donc je vous recommande vraiment d'aller chercher cette publication qui est déjà un peu ancienne, mais qui date de 2016 et qui montre bien les deux périodes sur le même type de patients, avant et après vaccination. Il y a moins d'infections, il y a moins d'hospitalisation. Alors, quand même, ça veut dire que les biothérapies, il faut vacciner, mais les biothérapies ont un autre petit effet pervers, c'est que la durée de protection vaccinale est un peu moins bonne. Le déclin des anticorps est plus rapide que dans la population générale. Donc la mise sous biothérapie accélère la décroissance du taux d'anticorps. Alors on ne parle pas du méthotrexate là, mais vraiment que des biothérapies. Ce qui veut dire que les patients ont besoin d'un rappel vaccinal tous les 10 ans, alors que la population générale a besoin d'un rappel vaccinal tous les 20 ans. Donc ça change. Là aussi, pensez
vous à faire les vaccins de vos patients parce que le médecin généraliste n'est peut-être pas au courant de cette recommandation et finalement vos patients vont être moins bien protégés juste parce qu'on a oublié que ça reste tous les 10 ans chez les patients sous biothérapie. Une question qui revient souvent, c'est faut-il doser les anticorps vaccinaux? Globalement, on pourrait le faire, mais pour pouvoir les interpréter, il faudrait connaître le corrélat sérologique et le taux de protection. Et ça, on ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'une sérologie est faiblement positive que le patient n'est pas protégé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place pour les dosages des anticorps vaccinaux. En gros, essentiellement, ce que retient le Haut Conseil de santé publique, c'est le dosage des anticorps anti-amaril chez les patients qui étaient préalablement vaccinés contre la fièvre jaune ou originaires d'une zone d'endémie pour ne pas faire la vaccination fièvre jaune. Donc, c'est la seule indication que le Haut Conseil de santé publique retient. Le groupe d'experts de l'AR dit on peut contrôler l'efficacité vaccinale après vaccination chez des patients sous Ritux essentiellement et éventuellement sous anti-TNF. Moi, je pense que sous anti-TNF, c'est nettement moins utile. Le Ritux, oui, là, on peut vérifier si la vaccination a marché, mais on ne sait pas de nouveau si les taux d'anticorps sont à 0. Est-ce que vraiment il n'y a pas quand même une réponse immunitaire cellulaire partielle qui protège le patient quand même un peu? Et surtout, on ne sait pas si on doit continuer à vacciner. Alors, autre chose, vraiment pour vous montrer que c'est à vous de voir si les patients sont correctement vaccinés et pas au pédiatre généraliste ni au médecin généraliste. Lorsqu'on regarde les études de cohorte des patients inflammatoires, en fait, ils sont mal vaccinés, ils sont moins bien vaccinés que la population française standard. Dans une cohorte Mickey, par exemple, qui date de 2014, ou peut-être en parlait encore un peu moins de vaccination, il n'y avait que 24% des enfants qui étaient à jour du calendrier vaccinal de la population générale et à jour selon les recommandations spécifiques que 4%, probablement parce que les médecins spécialistes ne s'occupent pas de la vaccination. Bon, on peut dire c'est peut-être ancien, ça date de presque 10 ans, c'est peut-être aujourd'hui c'est mieux. Ben non, aujourd'hui ce n'est pas mieux. Nous avons regardé la même chose chez notre cohorte de patients avec une fièvre récurrente. À l'entrée dans notre cohorte, en fait, il n'y a que 32% des enfants qui sont vaccinés correctement selon le calendrier vaccinal général. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas vaccinés? Lorsqu'on pose la question aux parents, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais en fait, c'est parce qu'on n'a pas vacciné. Et pourquoi on n'a pas vacciné? Parce que le médecin ne l'a pas proposé. Ce n'est pas aux parents et ce n'est pas aux patients eux-mêmes de penser qu'il faut vacciner. C'est les médecins qui doivent connaître les calendriers vaccinaux. Si vous ne proposez pas la vaccination, les patients ne vont pas la faire. Donc la première cause de non-vaccination, c'est l'absence de recommandation par le médecin. Avant les vaccinosceptiques, avant de dire qu'ils ne veulent pas la vaccination, déjà, il faut le proposer. Et pour vous montrer que ça vaut la peine, c'est que le rattrapage est possible. Donc ça, c'est toujours sur notre cohorte que nous avions au départ. Donc on a fait un suivi de nos patients on a fait un suivi sur la cohorte de 3 ans. Et en regardant, donc un suivi moyen de 3 ans, ou non, pardon, les plus longs, c'était 3 ans. Et en fait, si l'équipe est sensibilisée à la vaccination, le rattrapage est possible. Ce n'est pas encore génial, on n'arrive pas au taux de la population générale, mais quand même, au bout de 3 ans de suivi, 44% de nos enfants contre 32 avaient un calendrier vaccinal à jour. Et puis surtout, on a réussi à rattraper le RER qui était catastrophique, qui était à 50% seulement à l'entrée dans notre cohorte et qui était là à la fin à 91%. Ça s'explique tout simplement que dans notre équipe, nous avions mis l'accent justement sur le RER et qu'on avait un peu regardé les autres vaccinations. On s'était dit que en fait, on s'était occupé des vaccins vivants pour essayer de les mettre à jour au maximum et on s'était dit que le reste, le médecin généraliste allait le faire. La conclusion de cette étude de notre service, c'est que en fait, on va s'occuper de toutes les vaccinations, sinon les
ans ne sont pas vaccinés. Donc, que devez-vous retenir si vous retenez que ça de cette présentation? La première, c'est vérifier le carnet de vaccination et la mise à jour le plus tôt possible selon le calendrier vaccinal. Ce qui veut dire que pour les pédiatres, mettez à jour d'emblée le calendrier vaccinal si vous voyez que votre enfant n'est pas à jour, parce que tout ce qui est fait avant la mise en route du traitement évite beaucoup de complications plus tard et beaucoup de questions plus tard. Deuxième chose à retenir, c'est que tous les vaccins inactivés peuvent être réalisés, quitte à avoir une moins bonne réponse immune. Vaccinez vos patients contre la grippe et le pneumocoque. S'il n'y a pas d'urgence à traiter la maladie dysimmunitaire, prenez le temps d'administrer les vaccins vivants qui ne pourront plus être administrés une fois le traitement instauré. Donc la primo-vaccination reste contre-indiquée sous traitement immunosuppresseur ou immunomodulateur. En revanche, un rappel par un vaccin vivant est possible et à discuter au cas par cas en fonction de la rapport bénéfice-risque. Donc c'est le médecin référent qui va prendre cette décision. Si vous observez un effet indésirable, inattendu ou grave, s'il vous plaît, déclarez-le comme d'habitude en pharmacovigilance, sans préjuger forcément du lien de causalité avec la vaccination. En fait, vous faites une déclaration d'événement indésirable comme d'habitude et c'est la pharmacovigilance qui va voir si oui ou non il y a un lien avec la vaccination. Rappelez à vos patients que les vaccins ne déséquilibrent pas la maladie sous-jacente, qu'on peut donc y aller vraiment sans arrière-pensée. Pensez aussi à vacciner l'entourage non humain, on n'en a pas parlé, mais c'est toujours utile que tout le monde autour est vacciné, comme ça les maladies ne rentrent pas dans le foyer, notamment grippe, c'est une excellente idée aussi de vacciner l'entourage. Et puis, prévenez les femmes enceintes sous biothérapie que leur enfant ne devra pas recevoir de vaccin vivant pendant les 6 premiers mois de vie. Très important aussi. Et pour vraiment terminer, juste cette petite slide pour vous montrer ce que, avant l'épidémie de Covid, l'OMS avait dit quelles allaient être les 2 grandes inquiétudes concernant la santé pour le 21e siècle. Bon, ils n'avaient pas vu venir le Covid. Ils avaient dit le dérèglement climatique et en deuxième, l'hésitation vaccinale. Il est donc indispensable que vous donnez des documents aussi à vos patients. Sur la filière, vous les trouvez très bien. Il y a aussi un petit film qui a été fait sur une vidéo de sensibilisation pour les patients sur la vie quotidienne, sur la vaccination. Donc, n'hésitez pas pour donner tous ces documents à vos patients. Et puis, je vous remercie de votre attention et je vous ai mis mon mail pour des questions.